Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur l'émission Le Mug et nous sommes le mercredi 14 avril. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin, j'espère que vous avez la forme. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui nous soutiennent de bon matin, un grand merci. Mitsuhi Saka. Le premier pseudo à lire le matin, c'est compliqué. Un grand merci à Hello World, tu nous dis hello à toi également. Merci pour ton soutien. Bienvenue à tous, salut Alex, salut Poppy, salut Zebas, salut Gpif, salut T'es Curieux, salut Pef BXL, salut Kylian, salut le tutorien, salut Bidibule, salut Makelga, salut La Référence, salut Samuel, salut Affairjazz, salut Hippomony, salut Polo. C'est bon, moi je te fais rire, je vois, en essayant de prononcer ton pseudo. Salut Robin, j'espère qu'en tout cas vous êtes levé du bon pied ce matin, il fait beau, grand ciel bleu, moi il n'y a rien qui me met plus la patate le matin que d'avoir un grand ciel bleu. Merci au grand maître pour ton abonnement et merci d'avoir un pseudo plus facile à prononcer. Mais merci pour ton soutien. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, vous, que vous êtes bien installés devant votre petit déjeuner ce matin. Moi ça va, je suis parée, j'ai mon mug, hop, mon petit mug que j'aime trop parce qu'il est trop mignon. Voilà, et je viens de me brûler les doigts en prenant ma tasse. Tout va bien. Mais de quoi on va parler parce que bon, je vous dis bonjour depuis 2 minutes, il est 8h02, mais on va peut-être s'intéresser à de quoi va-t-on parler quand même ce matin. Vous le savez, on va débriefer de l'ActuTech. On va évidemment revenir sur l'annonce de l'événement d'Apple et également Samsung. Et oui, les deux y sont allés de leurs annonces pour les événements prévus en ce mois d'avril. On parlera de nouveau surprise de Clubhouse. Je sais que ça va vous plaire. Là, je sens, j'avais envie de vous chauffer un petit peu dans la chatroom. Je savais que vous alliez avoir envie de vous énerver un petit peu sur Clubhouse. Donc, je ne pouvais pas rater les news sur le réseau social. J'aime bien vous titiller chaque semaine. Et on enchaînera avec des petites news du côté de Facebook où on va parler évidemment de leur Oversight Board. Vous savez, ce fameux board indépendant, ce conseil indépendant qui prend certaines décisions. Et ils vont avoir un périmètre un peu plus large. Désormais, on en parlera ensemble. Et puis, une des grosses news également de la journée, c'est l'entrée en bourse de Coinbase. Vous savez, Coinbase, c'est la plateforme où vous pouvez échanger des crypto-monnaies qui vous permet aussi de conserver vos crypto-monnaies. C'est assez important. On parlera justement, on verra pourquoi c'est assez important de suivre comment ça va se passer aujourd'hui. Et puis, on terminera tranquillement avec un petit coup de cœur série. Et oui, là, entre la semaine dernière et cette semaine, on regarde pas mal de choses avec Jérôme. Et du coup, ça sera une série radicalement différente de celle que je vous ai présentée la semaine dernière. Ça sera une comédie américaine, ce qui est pas forcément où j'ai généralement tendance à avoir des a priori, mais comme quoi il faut essayer de contrer ces a priori. Voilà. Un grand merci Falcon Case pour ton soutien, grand merci. Waouh, 12e mois d'abonnement. Chapeau, bon anniversaire d'abonnement Falcon Case et un grand merci pour un soutien infaillible pendant 1 an. Ça fait plaisir. Un grand merci à toi. Voilà, et donc sans plus tarder, je vous propose d'enchaîner avec la première news. Et donc on commence tranquillement avec le débrief des annonces des événements d'avril. Alors on va commencer un petit peu par Apple puisque c'est le premier qui est paru. C'est pas parce que je fais du favoritisme Apple, je vous sens la montée sur vos grands chevaux. Donc non, c'est tout simplement parce que ça a fuité ou ça a été annoncé en premier. Alors comment ça a fuité ? Tout d'abord c'était Siri
qui répondait à la question de quand sera le prochain événement d'Apple et qui répondait The special event is on Tuesday, April 20 at Apple Park in Cupertino, California. You can get all the details on apple.com. Donc Apple Fangirl, ça y est, ça commence là, je le sens la Mako 84. Et donc Siri directement permettait de vous répondre, à votre question concernant l'événement. Et évidemment, dans la même journée, on a eu les différents journalistes qui ont reçu la fameuse invitation pour l'événement d'Apple, donc le 20 avril prochain, du coup, c'est la semaine prochaine, directement, très très rapidement. On n'aura pas beaucoup de temps à apprendre, je crois c'est mardi, non ? Il faut que je vérifie mes jours de la semaine. J'avoue que j'ai pas fait trop gaffe, mais je crois que ça tombe un mardi, du coup. Attendez, ouais, c'est ça. Ok, je suis pas trop mauvaise. Mardi. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on attend pour cet événement ? Alors, on avait déjà parlé un petit peu des rumeurs, hein, donc je vais pas non plus m'étendre trop dessus, mais a priori, on attendrait, ou les rumeurs mentionneraient, une mise à jour de l'iPad Pro 12.9 pouces, voilà, qui pourrait notamment s'équiper d'un écran Super Bright LED Display, voilà, et également, on n'aurait pas que l'iPad Pro 12.9 pouces, mais également une mise à jour sur l'iPad mini, qui serait assez bienvenue puisque ça n'a pas été mis à jour depuis 2019, donc ça serait assez intéressant. Là, la rumeur, ça serait plutôt un espèce de redesign pour justement réduire les bords de l'iPad mini et pour profiter d'un plus grand écran. Donc, à voir. Ce qu'il nous concocte. Et puis aussi des rumeurs du côté des AirPods, les deux, hein, AirPod et AirPod Pro, pardon. Les AirPods, la rumeur, c'est qu'ils se rapprocheraient un petit peu plus du design des AirPods Pro. Et on aurait notamment, la rumeur, mais bon, je vais vous la donner quand même, hein, c'est qu'on pourrait contrôler les AirPods Pro avec les dents. J'ai pas lu l'article, donc j'avoue que je vois pas de quelle info c'est, mais voilà, ouais, ça va sûrement capter peut-être à voir, je sais pas. Through Body Input. En gros, il peut détecter des actions, c'est-à-dire que vous pourriez toucher votre visage et cliquer avec les dents. Ça serait assez intéressant, ça serait assez rigolo à voir, hein, si finalement ça s'avère vraiment être ça. Ça sera intéressant à suivre. Voilà. C'est tout ce que je vais dire sur les AirPods Pro. En claquant des dents. Vous y croyez, vous ? Oxymore, oui. En claquant des dents, genre en hiver, ça fout la merde, c'est clair. Quand on a froid, on claque des dents de manière incontrôlée. Et d'ailleurs, oui, merci Jérôme de le rappeler, justement pour l'événement d'Apple, on aura prévu un after-event le 20 en compagnie de Jérôme Guillaume et un special guest qui sera Brandon le Proctor. Voilà. Donc pour ceux qui souhaitent suivre ou débriefer de l'événement Apple, et généralement c'est assez, juteux ou croustillant de pouvoir en discuter après l'événement, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. C'est une première, les dents, je n'avais pas vu les news. On pourra aussi claquer la langue pour faire pause lecture. C'est pas mal, Baumhausen. Non, en effet, il ne s'agit pas de mordiller les AirPods, mais pourquoi pas. Voilà, un grand merci Julien pour ton abonnement, un grand merci à toi. Donc voilà en tout cas pour les rumeurs concernant les AirPods. On a évidemment l'Arlésienne des AirTags qui sont toujours pas annoncés. Donc là peut-être qu'ils seront annoncés, hein, ça fait genre je crois plus d'1 an qu'on en parle. Mais bon, et ensuite on a d'autres rumeurs peut-être. Alors là moi ça m'étonnerait, je suis assez douteuse de cette rumeur, mais il y aurait une rumeur comme quoi il y aurait un redesign proposé pour le MacBook Pro et le MacBook Air, sachant qu'ils ont déjà bénéficié du nouveau processeur M1 en novembre dernier. Est-ce que Apple va s'embêter à proposer des redesigns aussitôt ?
Personnellement, j'en doute. J'en doute, mais c'est mon humble avis et je ne suis pas du tout experte des rumeurs Apple, donc vous en faites ce que vous voulez. Et puis l'autre rumeur, c'est la rumeur concernant les iMac, là où potentiellement également on attendrait peut-être un petit refresh en termes de design. Alors là, on y va de plusieurs rumeurs. On aimerait potentiellement les décliner dans plusieurs couleurs pastel de ce que j'ai pu voir. On aurait aussi un écran Pro Display XDR qui ferait rêver et baver pas mal de personnes, et surtout avec l'arrêt de l'iMac Pro qui est prévu cette semaine, on peut potentiellement spéculer sur l'arrivée d'un modèle d'iMac qui sera plus puissant, peut-être, à voir. Encore une fois, tout ça, ça reste des grosses rumeurs, donc à voir, on sera très vite fixé puisque ça sera la semaine prochaine. J'y crois pas du tout à un redesign avant la WWDC. Alors, Dwayne, par contre, à la WWDC, il n'y a pas de redesign d'annoncé, généralement, parce que la WWDC, elle est plutôt concentrée sur du software que sur du hardware. Mais généralement, le software est... généralement, je sais pas. Mais historiquement, de ce que je me souviens, c'est que la WWDC précède les annonces de changements hardware, qui sont plutôt annoncés en septembre. Mais bon, à voir, Surtout qu'en plus, ils ont un peu changé leur stratégie d'annonce avec, on l'a vu l'année dernière, il y a eu 3-4 événements en direct, puisqu'on ne fait plus d'événements en présentiel en temps de pandémie. Donc, à voir, ils peuvent ajuster leur stratégie en effet. FRJust nous dit, faut que je recontrôle la timeline des Mac, mais j'y crois pas du tout, trop tôt par rapport à novembre. Moi, je suis assez d'accord avec toi, en effet. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Généralement, Apple ne fait pas vraiment ça. Et c'est vrai, en effet, c'est ce que je disais, ils font des plus petites keynotes, mais plus fréquentes. C'est ce que nous rappelle Jess également, nous disant que depuis 1 an, Apple fait des keynotes de 1 heure, donc pas vraiment la place pour énormément de produits, en effet. Généralement aussi, l'iMac apparaît plutôt en août. D'accord. Tu les regardes, toi, les keynotes? Je les regarde... généralement, je mets le live. Ça dépend à quelle heure elle est. Mais généralement, comme c'est en même temps que je travaille, je la regarde d'un œil. Je me la mets sur un écran où je l'écoute et je finis quelques petites choses. Ou sinon, je regarde le débrief de Nowtech. Comme vous. Donc à voir pour la keynote. Et ça sera à 19h, oui, heure française. Tout à fait. On pourra la regarder où? Alors si tu veux suivre la keynote en live, généralement tu peux la suivre un peu partout, Pierre-Yves, sur le site d'Apple, sur YouTube depuis récemment, ou sur ton iPhone, iPad si tu as l'application, je sais plus, je crois que c'est l'application... je sais pas s'il faut une application spéciale, ou en tout cas sur Safari, etc. Donc voilà, tu peux la trouver relativement facilement, et sinon tu peux nous suivre sur Twitch, évidemment, avec le live qu'il y aura après. Il y en a qui nous parlent d'Apple TV. Alors, iPad mini, ouais, on en a parlé. Apple TV, peut-être. Oui, il y aura bien un live Nowtech juste après sur la chaîne Twitch. Pour ceux qui n'ont pas vu la petite annonce, il y aura un débrief Nowtech le 20 avril après le live d'Apple, en compagnie de Jérôme, Guillaume et Brandon le Proctor. Voilà. On se muscle un peu. Oui, il la diffuse sur YouTube désormais. Donc voilà, en tout cas, pour les rumeurs Apple, je vous propose de continuer avec les rumeurs Samsung. Et oui, parce que dans cette nuit de mardi à mercredi, tout simplement, Samsung a également annoncé son propre événement, son événement Unpacked, Galaxy Unpacked, pour le 28 avril prochain. Donc il nous laisse un peu plus de temps pour se préparer. Voilà, et vous avez une petite bande-annonce qui a été communiquer, et tout simplement vous suivez un camion de livraison. Donc en fait vous suivez plus précisément un petit carton
avec marqué Galaxy dedans, qui s'illumine un peu. On voit à travers le scotch qu'il y a des rayons lumineux qui sortent. Et donc, vous suivez l'histoire de ce paquet qui rentre dans le camion de livraison. Vous suivez le camion de livraison à travers la ville, etc. Jusqu'à ce que le carton soit délivré sur le pas de la porte d'une personne et que la personne prenne le carton, le prenne chez lui et commence à l'ouvrir. Donc, voilà. Là, c'est intéressant parce qu'en gros, c'est une publicité, un trailer qui met en avant la puissance du Galaxy, qui sera le plus puissant Galaxy jamais vu jusqu'ici. Donc, là, c'est intéressant. On peut faire nos petites prédictions à la noix, hein. Enfin, vous les prenez comme vous voulez, mais on peut en discuter. Alors, vu la forme du carton, ça a l'air quand même suffisamment grand, donc j'exclurai un iPhone. Pardon, un iPhone, un smartphone. Oh, le lapsus. J'associe les smartphones que à l'iPhone. Toutes mes excuses, je respecte complètement les Android, sachant en plus que moi j'aime beaucoup les pixels. Mais bon, là, on parle de Samsung. Donc, voilà, a priori, ça serait pas un smartphone. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Là où ça pourrait être intéressant, ça serait potentiellement une mise à jour du Galaxy Book, puisque ça fait assez longtemps qu'on n'a pas eu de mise à jour, puisque les dernières annonces concernant la ligne de laptop Galaxy Book de Samsung datent de 2019. Voilà. Donc, même si les arrivées dans les stores aux États-Unis s'est fait en mai 2020, ce qui est quand même relativement récent, ça serait logique qu'ils les annoncent, ça ferait 1 an après, potentiellement qu'on prévoit de pouvoir les acheter en mai, puisque mai, finalement, n'arrive pas, et arrive bientôt, là. Donc, ça serait tout à fait possible que ça soit donc une mise à jour de Galaxy Book, donc des laptops, avec potentiellement... Donc, peut-être une nouvelle génération de processeurs avec la 11e génération Tiger Lake. Voilà, peut-être des variants Intel également, on ne sait pas. Tout est possible. Et également, ce qu'on sait, c'est qu'on sait que Samsung est en train de travailler, encore une fois c'est une rumeur, serait en train de travailler sur une nouvelle ligne de Galaxy Book Pro Line, là qui serait dédiée vraiment aux professionnels, donc un peu plus boosté, donc potentiellement avec un laptop de 13,3 pouces et un de 15,6 pouces, avec un panel OLED, un support pour le fameux S Pen et avec des CPU Intel mis à jour également. Et un des nouveaux modèles serait la Galaxy Book Pro 360 qui pourrait inclure de la compatibilité 5G potentiellement pour pouvoir justement mettre l'accent sur la mobilité et la connectivité à toute épreuve de cette ligne de laptop potentiellement. C'est toujours le bidule le plus puissant jamais conçu. Oui, c'est toujours un peu de la surenchère sur la puissance. Je suis un peu d'accord avec toi. Alors, comme l'event Samsung, voilà, donc Jérôme, merci de l'information. Il nous dit que comme l'event Samsung a été annoncé cette nuit, Nowtech s'est pas concerté et organisé pour voir s'ils allaient faire un after event, mais ils vont en discuter avec l'équipe pour voir s'ils peuvent en faire un, justement. Donc, on vous tiendra au courant, évidemment, si on prévoit de faire un after event pour Samsung également le 28. Alors, est-ce que ça se vend les Galaxy Book en Europe? J'ai pas l'impression. On parle de Galaxy Book, hein, pas Galaxy Fold. Mais j'ai pas l'impression. D'après ce que je vois là de vos commentaires, j'avoue que j'ai pas regardé si c'était disponible en Europe. Vous me posez une colle là dans la chatroom. J'essaie de regarder rapidement. Si je cherche. J'en vois sur Back Market, Cdiscount. Sur le site de Samsung. J'en vois sur Amazon.fr. J'en vois aussi sur la Fnac. Donc a priori, oui. A priori, c'est disponible. Je vois la 12 pouces, notamment.
Les PC Samsung, c'est que aux USA depuis quelques années. Bah écoute, j'ai regardé rapidement, j'en trouve, peut-être que c'est des anciennes générations, à voir. Ou peut-être que c'est des marketplaces aussi, c'est possible. À voir. En tout cas, on vous tiendra au courant. Tout ça, ça reste évidemment des rumeurs. On me confirme, a priori, c'est que aux États-Unis. On verra. Peut-être que finalement, ils vont étendre aussi la disponibilité. On ne sait pas, hein. Tout est possible, encore une fois. Donc voilà, en tout cas pour les deux événements. Donc restez connectés, évidemment, on vous rappellera durant les différents mugs si on prévoit de faire un événement ou pas. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui se posent la question, à suivre les mugs du 20 et 28 avril pour ne pas rater si on fait bien un live, mais on essaiera de vous avertir, évidemment. Voilà en tout cas pour les deux événements. Je vous propose de continuer et cette fois-ci pour discuter de Clubhouse, votre application de réseau social préférée, je le sais. Parce que vous n'arrêtez pas de me le dire semaine après semaine. Vous êtes tous utilisateurs de Clubhouse. Je vous troll un petit peu là. Donc Clubhouse, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi l'activité trépidante de ce réseau social depuis le début de l'année, c'est le réseau social dont on n'arrête pas de parler. Il y a toujours un petit peu comme ça des sujets qui reviennent tout le temps, etc. L'année dernière, par curiosité, c'était la pandémie. On se demande un peu pourquoi, mais... Mais voilà, en ce début d'année, c'est vrai que Clubhouse occupe pas mal l'actualité tech. Et pourquoi on en parle ce matin? Bah, vous allez pouvoir troller un petit peu. Tout simplement, le média Cybernews a annoncé le 10 avril dernier que le réseau social, donc Clubhouse, a perdu près de 1,3 million de données personnelles. Alors, on en avait déjà parlé, donc Clubhouse, pour rappel, c'est ce réseau social qui est basé sur des échanges audio. Donc en fait, vous pouvez participer à des rooms audio et écouter les gens discuter et potentiellement demander à participer. Donc c'est là où c'est quand même beaucoup plus interactif que les podcasts et c'est en live également et voilà. Il n'y a pas de vidéo et là où Clubhouse avait été un peu pointé du doigt, même beaucoup pointé du doigt, c'est que lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme, il vous demande l'accès à votre carnet de contacts, ce qui veut dire qu'il récupère potentiellement tous les contacts et il peut vous avertir quand quelqu'un de votre carnet rejoint Clubhouse pour que vous puissiez l'accueillir en bonne et due forme, etc. Ou lorsqu'il fait un live et compagnie. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Donc là, justement, c'est intéressant puisque c'était déjà pointé du doigt pour la récupération et l'utilisation des données personnelles. La CNIL avait initié déjà une enquête par rapport à différentes plaintes. Donc la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a récemment ouvert une enquête qui vise différentes plaintes vis-à-vis des données justement exploitables par le biais de l'application, donc notamment via cette demande d'accès au carnet de contact sur laquelle Clubhouse est en train de travailler, si ce n'est pas déjà fait. Je me demande s'ils n'ont pas déjà arrêté de faire cette récupération-là. Donc voilà, donc pour l'instant, on n'a pas d'informations supplémentaires de la part de la CNIL. Ils sont en train de mener leur enquête, mais en tout cas, ça va pas forcément dans le bon sens d'un point de vue PR, que justement, il soit reporté qu'ils aient perdu, entre guillemets, 1,3 million de données personnelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et d'ailleurs, le cofondateur... alors, attendez... Je regarde, le compte Twitter de Clubhouse d'ailleurs s'est exprimé sur le sujet et ils disent que c'est faux, Clubhouse n'a pas été piraté. Les données personnelles qui ont fuité, entre guillemets, proviennent des profils qui sont tout simplement publics et accessibles depuis l'application ou depuis la clé API. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que l'API, c'est ce qui permet d'interfacer et de communiquer deux services. Donc il va y avoir des API Facebook, etc., que les autres services vont pouvoir utiliser pour faire une intégration et faire interagir les deux services. Donc il y a beaucoup d'applications et de services qui permettent un accès à certaines fonctionnalités via des API. Là, la question qui se pose, c'est quoi les niveaux de sécurité qui entourent les accès à l'API de Clubhouse? A priori, ça serait pas génial. Voilà, donc si c'est public via l'API, est-ce que l'accès à l'API est restreint ou pas? Est-ce qu'il y a une vérification d'identité ou de validité à l'accès ou pas? Je n'en sais rien. On n'a pas plus d'informations pour l'instant, mais ça
ça porte quand même pas un éclairage très flatteur sur Clubhouse. Donc là, j'ai pas encore lu vos commentaires là, mais je sens que ça chauffe un petit peu dans la chatroom. Alors, quels sont les types d'informations qui ont fuité? C'est évidemment tout ce qui est lié à votre profil. Hein, donc, on va retrouver le nom, le pseudo, l'URL de la photo, le nom de compte Twitter, le nom de compte Instagram, ainsi que d'autres informations. Donc voilà, Clubhouse ne s'est pas plus exprimé que ça, mais voilà. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que petite nuance par rapport à l'enquête de la CNIL et le respect du RGPD, c'est que pour être soumis au respect du RGPD, eh ben, il faut que la société soit présente dans un pays européen. Or, ce n'est pas le cas de Clubhouse. Ils n'ont pas de bureau, en tout cas, en Europe. Donc, en tout cas, ils ne sont pas établis en France, du moins. Donc, à voir quelles seraient les marges de manœuvre, la marge de manœuvre de la CNIL s'ils souhaitaient sévir en cas de non-respect ou de mise en danger des données personnelles des Européens. Évidemment, on vous tiendra au courant si on a plus d'infos. J'adore le concept, mais pas d'iPhone. Oui, ils sont en train de travailler encore sur l'application Android, t'es curieux. Donc, faut être patient. À mon avis, ils sont voilà, vraiment en train de bosser dessus. Une appli élitiste sur iOS. Tiens donc, alors, Curu Noir, je comprends l'agacement hein, que l'app soit uniquement disponible sur iOS. Dites-vous bien, essayez de vous mettre dans les chaussures d'une startup qui commence. Et qui veut prouver un concept, voir s'ils arrivent à percer et à conquérir un marché. C'est quand même plus facile de commencer par une plateforme pour aller plus vite et pour prouver que ça fonctionne sur l'une, que d'essayer de se lancer en front sur 2 plateformes, de maintenir une compatibilité sur les 2, etc. C'est juste une question de qu'est-ce qui nous permet d'avancer le plus rapidement pour prouver que le concept fonctionne. Donc c'est juste une approche ultra pragmatique. Alors ça peut donner une impression d'élitisme. C'est parce que c'est pas que lié à l'aspect iOS, c'est lié aussi que les premiers utilisateurs étaient un peu les CEO ou les grosses têtes de la Silicon Valley, etc. Mais en fait, pragmatiquement, en fait, ils ont commencé avec les gens et à communiquer autour de produits avec les gens avec qui ils étaient en contact. Donc si c'est des personnes et des ingénieurs de la Silicon Valley, ils vont évidemment le partager autour d'eux, donc potentiellement à la Silicon Valley. Pour commencer, et commencer sur une plateforme uniquement. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils vont se limiter à iOS dans l'avenir, puisqu'ils ont déjà annoncé qu'ils travaillaient sur Android. Tu l'utilises toi Marion? Alors je l'ai installé parce que par curiosité, je voulais voir comment ça fonctionnait, mais en fait je l'utilise pas. En fait, le principe de trouver une discussion qui t'intéresse et de venir à une heure précise pour écouter des gens parler, ça, c'est jamais le bon moment pour moi. Et en fait, il y a déjà tellement de choses que je trouve ça compliqué de trouver de la place pour encore un nouveau réseau social. Et en fait, je pense aussi qu'il y a une fatigue de Zoom, d'écoute, etc. Même si moi j'ai la chance de pas être coincée dans des tunnels de réunion, parce qu'on fait très très peu de points live chez Alan, il y a quand même cette notion que tu es quand même toute la journée sur l'ordinateur. J'ai pas encore envie de me mettre sur le smartphone pour écouter des gens parler, quoi. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Après, il y a beaucoup de nouvelles apps qui sont d'abord sur iOS, soit sur Android, et après, ils s'étendent à l'autre plateforme. Exactement, Code by Nao. C'est pas une question d'élitisme, c'est juste une question de stratégie et d'optimiser ses efforts pour avoir le maximum de résultats rapidement. Le fait de délaisser une plateforme fait parler, donc coup de pub. Alors là, franchement, Super Chinoise 127, ce genre de coup de pub, je pense qu'il s'en passerait.
Je regarde un petit peu. Il n'y a pas de fonction de replay. Pour l'instant, Bidibule, il n'y a pas de fonction de replay. Il y a des fonctions de programmation de live, c'est-à-dire que tu peux avoir des lives qui sont dans le futur et du coup demander à être notifié. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu il y a plusieurs semaines maintenant. Donc c'est pas mal. Mais je crois que pour l'instant, il n'y a encore rien qui permet d'enregistrer des lives. C'est une application préférée de ceux qui aiment la réunionite. Burberry, je sais pas, je serais pas aussi catégorique que toi. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes avec Clubhouse, il y a plusieurs difficultés à anticiper, notamment la modération, la diversité, etc. Le fait de trouver du contenu qui t'intéresse toi, ça c'est un vrai problème parce que plus ça va grossir, plus il y aura de contenu, plus ça sera compliqué de faire le tri dans ce contenu et trouver quelque chose qui toi t'intéresse réellement. Mais après Clubhouse, je pense pas que ce soit des fans de la réunionite parce que ce qui est intéressant, c'est quand t'aimes les podcasts, t'as déjà cette habitude, et moi j'aime les podcasts, hein, j'ai déjà mes podcasts habituels que j'écoute chaque semaine, etc. Je comprends, et des fois j'ai envie de réagir. Donc du coup, je comprends cette notion de donner l'opportunité à des personnes justement de pouvoir avoir plus d'interactions par rapport aux podcasts qui existent aujourd'hui. C'est juste que je trouve que c'est la contrainte d'être présente à un moment précis, c'est pas adapté. J'ai ma routine et aujourd'hui, j'ai pas de place pour avoir un nouveau rendez-vous, ou c'est plutôt que j'ai pas trouvé de contenu qui me ferait changer ma routine aussi. C'est peut-être ça aussi, hein, principalement. Et j'ai pas passé suffisamment de temps sur la plateforme non plus pour trouver vraiment quelque chose qui me dit là, je vais vraiment récupérer une valeur incroyable si j'écoute ce live. Et j'ai envie de vous dire que ce live Twitch est une autre forme de réunionite, hein. Bah moi, je suis toujours en attente de création de compte sur l'appli. Kylian, bah mince, c'est dommage, j'ai un... J'aurais pu t'envoyer une invitation, moi j'ai 7 invitations. Je les utilise pas. J'avoue que j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas essayé d'y aller. Logiquement, les streamers et streamers pro n'ont pas le droit de faire des lives ailleurs que sur Twitch, et pourtant j'ai vu faire des Clubhouse. Ouais, Flonflon, c'est intéressant. Je pense que ça dépend de ce que tu as négocié en tant que streamer pro aussi. Je suis pas sûre que tous les streamers pro ont négocié une exclusivité sur Twitch. Je pense pas. Voilà. Si cette plateforme était aussi bien, des youtubeurs en auraient déjà parlé et s'en serviraient. Je suis assez pas d'accord avec toi, le tutorien. En fait, le problème, c'est que les personnes qui ont déjà adopté une plateforme vont être ça va leur coûter de reconstruire leur communauté sur encore une nouvelle plateforme. Donc en fait, ils n'ont pas vraiment à y gagner. Alors que ceux qui ne sont pas présents sur déjà une plateforme, qui n'ont pas forcément une communauté, ont l'opportunité de se construire potentiellement une communauté rapidement sur un nouveau service, et donc de se différencier. Ce qui serait beaucoup plus compliqué, puisque sur YouTube, tu as beaucoup plus de compétition déjà en place. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec ton commentaire, mais après je l'ai peut-être mal compris. Les rues Marion, j'adore y aller. Je fais pas de rues Marion, ça existe pas, ça. Quels sont les critères pour être invité? Il n'y a pas de critères, Yves Castel, faut juste que tu demandes une invitation. Bah écoutez, ceux en tout cas qui sont sur le Discord, bah voilà, vous pouvez me contacter. Les 5 premiers, je crois que j'ai 5, je sais plus si j'en ai 7 ou 5, mais les 5 premiers, bah écoutez, je vous enverrai une invitation. Sur Discord. Ça sera plus simple pour moi que de gérer des demandes d'invitation sur Twitter. Et donc, il me faudra votre numéro de téléphone, parce que les invites se font via numéro de téléphone. Voilà.
Donc, autre chose dont je voulais vous parler pour Clubhouse, parce qu'il y a une autre information, c'est que je vous avais déjà parlé du fait qu'ils embrayaient déjà sur une monétisation. Alors, pas forcément sur une monétisation pour eux, mais plutôt sur une fidélisation des créateurs en permettant aux créateurs sur Clubhouse d'être rémunérés, ou en tout cas de bénéficier de dons des personnes qui les suivent sur Clubhouse. Donc, auparavant, c'était limité à très très peu de personnes, puisqu'il y a une semaine, je crois que je vous en avais parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, donc c'est vraiment très 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 récent. Ils avaient ouvert ça à uniquement 1000 créateurs, il me semble. Attendez, j'essaie de vous retrouver. Ouais, c'est ça. Les tests ont commencé avec 1000 utilisateurs Clubhouse qui pouvaient bénéficier de dons. Donc, en gros, ce qui se passait, c'est que lorsque vous cliquez sur le profil d'une personne, vous pouviez voir le bouton Send Money et ensuite sélectionner un montant entre 5 $, 10 $, 20 $ ou autre. Je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une fois que vous avez cliqué sur le bouton Send Money. Donc c'est vraiment très simple hein, comme interface. Et en fait, et ben ça y est, ils ont ouvert ça à plus de 60 000 créateurs aux États-Unis. Et je regardais un petit peu ce matin. Et ben je peux vous dire que j'ai vu très facilement. Je suis tombée sur 2-3 profils déjà en cliquant sur 2 lives. J'ai cliqué sur les personnes qui parlaient, puisqu'a priori c'est plutôt les créateurs. Et j'ai déjà trouvé 2-3 personnes qui avaient ce fameux bouton Send Money, alors que quand je l'avais testé la semaine dernière, je n'avais pas réussi à en trouver parce que c'était trop limité encore. Donc là, on voit hein, qu'ils accélèrent énormément. Pourquoi Clubhouse bouge aussi rapidement sur cet enjeu-là? Tout simplement, ils veulent vraiment fidéliser les créateurs pour pouvoir les retenir sur la plateforme et éviter de se les faire piquer par les géants des réseaux sociaux qui existent et qui sont en train de mettre en place des fonctionnalités très très similaires par rapport à Clubhouse. Donc je parle évidemment de Twitter, Facebook, on avait LinkedIn qui en parlait, etc. Donc voilà. Donc ça c'est assez intéressant. On sent que là ils sont un peu dans une course de vitesse hein, pour montrer et réussir à fidéliser les créateurs déjà en place qui sont en train de créer leur communauté sur Clubhouse. Pour rappel d'ailleurs, les dons sont 100% reversés aux créateurs, limité à évidemment la commission Stripe pour la transaction, puisqu'ils utilisent la société Stripe pour gérer les transactions. Mais en tout cas, Clubhouse, eux, ne prennent rien sur les dons, tout simplement parce qu'en fait, il y a une exception pour les in-app purchases sur l'App Store, où Apple ne va pas prendre de commission dans le cas où justement la société ne bénéficie pas justement de l'argent de la transaction. Donc c'est pour ça que ils ne prennent pas en tout cas de commission là-dessus. Et d'ailleurs il y avait quelque chose d'assez étrange. C'était un des cofondateurs, Paul Davidson, qui s'exprimait, qui disait justement les utilisateurs ne devraient pas nous envoyer à l'équipe Clubhouse de l'argent sur notre profil, et si c'est le cas, tout sera reversé à des organisations caritative pour éviter justement de tomber dans le fait que Clubhouse va bénéficier de l'argent, etc. Donc ça c'est intéressant. J'ai envie de te dire pourquoi tu n'as pas exclu les personnes de l'équipe Clubhouse pour afficher ce bouton. Ça me semble un petit peu étrange, mais bon, voilà. C'est un peu se prendre la tête pour pas grand-chose. J'ai bien reçu ta demande, Alex. Donc je t'enverrai l'invitation. S'il y a d'autres personnes qui veulent que je leur envoie une invitation Clubhouse, n'hésitez pas, il reste, a priori, j'ai encore un petit peu de place. Un grand merci, Corentin B884 pour ton soutien Prime. Un grand merci à toi. Vincent, c'est moi où on est en train de s'exciter sur un concept de radio libre des années 80. Mais oui, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui s'inspirent de technologies qui ont été faites dans d'autres années, quoi. Mais le contexte est différent, les usages sont différents, et du coup, les interactions possibles sont différentes aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'évolution.
Nali Eric, chaque personne a combien d'invitations? En fait, ça dépend. Tu vois, quand tu rejoins Clubhouse, moi je crois que j'en avais 2. Et puis après, régulièrement, ils t'en redonnent un petit peu. Donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de super règles. Voilà. Et si la personne avait déjà fait une demande d'invitation, finalement, ça ne te coûte pas d'invitation. Enfin, il y a des trucs. Voilà. Donc pas forcément de règles. Ouais, je vois les petites notifications pour vos MP. Ça sera noté, je le fais après le live. Voilà en tout cas pour Clubhouse. On enchaîne avec une petite news concernant Facebook et plus précisément leur fameux Oversight Board chez Facebook. Alors vous savez, hein, ce board, c'est le conseil indépendant chez Facebook qui permet justement d'acter certaines décisions et de répondre lorsqu'il y a des appels, lorsque les modérateurs Facebook... alors attendez, c'était quoi Voilà, ça a été lancé en octobre et il revoit, donc le board revoit les décisions des modérateurs de Facebook justement pour justement avoir une perspective plus indépendante sur les décisions prises lorsqu'il y a des demandes de modération, etc. Donc ça, c'était déjà l'existant. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'ils vont augmenter le scope de ce board pour permettre aux utilisateurs de faire appel sur des posts pour être enlevés de la plateforme. Donc ça sera plus limité seulement à la modération de décisions déjà prises par les modérateurs Facebook, mais carrément à la demande de certains utilisateurs Facebook. Alors évidemment, il n'y a aucune garantie que la demande sera traitée parce qu'ils ne savent pas le nombre de demandes qu'ils vont recevoir, ou en tout cas, ils attendent beaucoup de demandes, donc ils en traiteront certaines. Vous n'êtes pas garanti, mais en tout cas, on voit qu'au fur et à mesure, ils étendent un petit peu le scope de ce board, de ce fameux board indépendant. Voilà. Voilà, donc c'était vraiment une brève, hein. Je voulais juste vous parler de cette augmentation du scope concernant l'Oversight Board. Et puis on termine les news tech du jour par une des grosses news tech, c'est évidemment Coinbase. Un grand merci Dimitri Ange, un grand merci pour ton abonnement, un grand merci pour ton soutien. Le Clubhouse de Notex, c'est le live des contributeurs le jeudi à 18h. Tout à fait. Donc là, une des grosses news du jour, c'est évidemment l'entrée en bourse aujourd'hui de Coinbase. Alors pourquoi on en parle? Pourquoi on parle d'entrée en bourse? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Pourquoi parler spécifiquement de celle de Coinbase? Tout simplement, la startup Coinbase, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est tout simplement une plateforme sur laquelle on peut acheter et vendre des crypto-monnaies et même stocker ces crypto-monnaies puisqu'il y a un système de sécurisation de son portefeuille de crypto-monnaies. Donc elle fait son entrée à Wall Street aujourd'hui. On attend justement une valorisation, donc a priori il y a une valorisation qui est entre 66... Alors attendez, j'essaie de vous retrouver le montant parce que j'ai 3 articles différents sur le sujet. Qui apportent des perspectives intéressantes. Donc on a une valorisation entre 65,3 milliards de dollars et 49,2 milliards de dollars en fonction de comment on compte les actions, etc. Donc c'est quand même c'est énorme, hein, il faut le reconnaître. Ce qui est intéressant, pourquoi particulièrement l'entrée en bourse de Bitcoin, de Coinbase est intéressant, parce que c'est justement la perspective de pouvoir rendre les crypto-monnaies accessibles au grand public, puisque c'est relativement facile de créer un compte. Il y a quand même eu un succès assez fulgurant de Coinbase avec une plateforme qui compte aujourd'hui plus de 60 millions d'utilisateurs dans le monde. Et c'est également la rencontre de deux mondes, puisqu'on va avoir d'un côté une introduction en bourse qui est pilotée par la banque Goldman Sachs, qui est donc, vous la connaissez, hein, une institution prestigieuse de Wall Street qui a été fondée au 19e siècle. Hein. Elle vaut elle-même 120 milliards de dollars, donc pas le double, un peu moins du double peut-être de la valorisation de Coinbase, mais qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Hein. Coinbase a été fondée en 2012 seulement par Brian Armstrong et emploie 1250 personnes. En comparaison,
BNP Paribas, par exemple, vaut 80 milliards. C'est la première banque de la zone euro et elle compte 190 000, pardon, excusez-moi, je me suis un peu emballée, 190 000 employés. Donc ça, c'est intéressant de voir un petit peu la rencontre de deux mondes où on avait un peu ces crypto-monnaies qui faisaient peur un petit peu au monde de la finance classique, des banques classiques. Et là, on a vraiment à travers Coinbase, vraiment c'est la monnaie électronique en elle-même qui entre en bourse aujourd'hui et qui va voir un petit peu l'appétit, la fiabilité, ou en tout cas la confiance que va avoir les marchés dans cette startup et donc par extension aussi le futur ou le potentiel de ces crypto-monnaies. Donc c'est ça vraiment que je trouve intéressant et c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu ce matin. Coinbase est surcoté. Hélène Sarr, ben ça c'est vraiment une question. C'est vraiment une question. J'ai pas de réponse là-dessus et on le verra dans les jours qui vont suivre cette entrée en bourse. Hein. On va voir à quel prix le prix de l'action va se stabiliser. Mais c'est la question, c'est l'enjeu en fait. Les banques classiques ont les yeux qui brillent quand elles entendent les hauts faits d'armes du monde des cryptos. Ouais. Après, c'est toujours ceux qui ont beaucoup d'argent classique qui seront susceptibles d'y adhérer. À voir, ouais, c'est le principe des entrées en bourse. Hein. Donc voilà, il y a quand même un enjeu qui est assez intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que la société va laisser les actionnaires vendre leur part directement leurs actions dès le premier jour. C'est la première fois que ça arrive sur le Nasdaq. Voilà, généralement, les sociétés qui rentrent en bourse mettent à disposition un nouveau stock, un groupe d'investisseurs limité. Là, a priori, les investisseurs actuels pourront vendre dès le premier jour et notamment les employés aussi pourront le faire. Généralement, il y a une période pour les employés qui doivent respecter avant de pouvoir vendre des parts, mais là, a priori, ils peuvent le faire, ce qui va potentiellement ajouter à la volatilité du prix sur le premier jour, mais on ne sait jamais, puisque ça n'a pas été le cas chez Slack, qui avait fait un peu la même chose pour les employés. Donc, à voir. À voir, il y a beaucoup d'inconnus. Ce qui est intéressant aussi, c'est... alors, attendez, il faut que je vous trouve le bon article qui en parle. C'est la valorisation de Coinbase qui a explosé dernièrement. Juste pour vous faire un petit retour en arrière, il y a 4 ans environ, la valorisation de Coinbase s'élevait à 1,6 milliard de dollars. Donc c'était en 2017. En 2018, ça a bondi à 8 milliards de dollars. Et suite au premier trimestre 2021 qui a un peu explosé toutes les performances de Coinbase et notamment celles du dernier trimestre 2020. Puisqu'en comparaison, au dernier trimestre 2020, leur revenu était à hauteur de 585,1 milliards de dollars, tandis que pour le premier trimestre 2021, ça a bondi, littéralement bondi, à 1, pardon, je refais. Le dernier trimestre 2020 s'élevait à 585,1 millions de dollars. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Et ça a bondi au premier trimestre 2021 à 1,8 milliard de dollars. Rien que ça, quoi. Donc, on sent qu'il y a beaucoup d'excitation autour de Coinbase et qui a notamment, c'est une des raisons qui a accéléré aussi l'entrée en bourse de la société. Donc voilà. Je lis un petit peu vos commentaires. Coinbase, c'est l'entrée favorite dans les cryptos par les institutionnels. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Je lis un peu. Coinbase rentre en bourse forcément quand les cryptos sont au plus haut.
et que la popularité est là, c'est qui tout double. Oui, tout à fait, le lot de 43. Évidemment, on parle d'effet de bulle hein, aussi. À voir. C'est ça qui rend justement l'entrée en bourse assez intéressante. Et les prochains jours, assez intéressants à suivre, je pense. Voilà, c'était la dernière news tech. J'en profite pour mentionner quand même notre sponsor que vous pouvez voir à l'écran puisque c'est ExpressVPN. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'idée d'avoir un VPN et qui se sont pas fixés encore sur un service, bah, vous pouvez bénéficier de 3 mois gratuits tout simplement avec l'URL Nowtech qui vous est partagée par Samuel là directement dans la chatroom ou sinon directement accessible dans la description de l'émission. Donc profitez-en, c'est une bonne opportunité de découvrir en tout cas le service et de vous faire votre propre idée. Tout simplement, je vous propose de terminer tranquillement l'émission avec une petite tartine. Et voilà, c'est presque la fin de l'émission. J'en profite pour voir le nombre de demandes que j'ai reçues pour Clubhouse. J'en ai une. Ok, deux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, c'est bon, on va limiter. Il n'y a plus de demandes qui sont prises. A priori, j'ai 5 personnes qui m'ont contacté, donc je limiterai les invitations à ces 5 personnes. Vérifiez bien que vous m'avez envoyé votre numéro de téléphone. Je vous promets de ne pas vous contacter, mais c'est juste que c'est avec votre numéro de portable que je peux vous inviter sur la plateforme. Voilà, tout simplement. Donc un grand merci à ceux qui m'ont envoyé un petit message pour les invites. Je vous ferai ça après le live. Donc de quoi je voulais vous parler ce matin pour la tartine? Eh ben, je voulais vous parler encore d'une nouvelle série. Merci beaucoup Tolkaft pour Tolkaft, oui j'ai bien prononcé ton pseudo, pour ton soutien, un grand merci à toi. Donc je voulais vous parler encore d'une série. Et oui, en fait, on est un peu en recherche là de séries feel good avec Jérôme. On a besoin un peu de décompresser, de se changer les idées. Voilà, parce qu'on a un peu de stress avec la recherche d'appartement et tout. C'est vrai que c'est un petit peu stressant. Et donc on est tombé. Alors on n'est pas forcément tombé. On en avait entendu parler de la série Ted Lasso qui est disponible sur Apple TV+. Donc je peux même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, si je peux, je suis pas sûre. Alors attendez, hop, que je vous montre la page de présentation sur l'iPad. Voilà, donc c'est cette série-là, hop. Donc Ted Lasso, donc vous pouvez voir à première vue que c'est une série sur le football, tout à fait. J'ai été assez surprise moi-même d'avoir un coup de cœur sur une série qui parle de football, parce que je peux vous dire que je suis vraiment pas à regarder du sport, certainement pas du football. S'il y en a un à la rigueur que j'ai pu regarder quand j'étais petite, c'était plutôt du rugby, parce que dans le sud-ouest, voilà, avec ma famille, etc., ils étaient plus rugby. Mais voilà, écoutez, Jérôme et moi, qui ne sommes vraiment pas des grands sportifs, on a adoré cette série. Alors, de quoi elle parle, cette série, plus précisément? Alors, je vais vous faire le petit... Le petit pitch. Alors, on suit tout simplement le quotidien d'un entraîneur de football américain qui est recruté par justement la nouvelle propriétaire du club AFC Richmond en Angleterre et qui va être recruté, voilà, il va être recruté donc Ted Lasso, entraîneur de football américain, va être recruté par la nouvelle propriétaire du club de AFC Richmond en Angleterre pour coacher justement l'équipe durant la saison. Donc là, on a un clash de culture puisqu'on va avoir 2 Américains, puisqu'on a le coach Ted Lasso et son acolyte qui vient tout droit sorti du Kansas, qui débarque en Angleterre. Et donc évidemment, on a le clash de culture entre l'Angleterre assez traditionnelle ou assez cash, assez cynique, assez humour noir, on va dire, et l'humour américain. Voilà, et ces personnalités-là, on va avoir
avoir un petit peu ce genre de gags qui sont pas forcément les meilleurs, hein, ça c'est mon avis à moi, mais voilà. Et surtout, donc on est face à un entraîneur qui n'y connaît rien au football et qui va coacher quand même une équipe de football. C'est du soccer. Oui, enfin, c'est ce qu'on appelle du football, non? En France. Non? Je dis une connerie ou... Dites-moi, hein. Danny Rojas, Football is Life. Funky Cetis, on voit il y a des fans. Il y a des fans dans la chatroom là, de la série. Là, c'est la petite côte, parce qu'en fait, un des joueurs de l'équipe de Ted Lasso est tout le temps en train de dire Football is Life, Football is Life. Et c'est Danny Rojas, justement. Oui, c'est bien football. Soccer égale football, tout à fait. C'est bien ce que je pensais. Tout de suite, à essayer de me corriger là, Sir Newt. Voyons. Oui, alors, Sir Newt, c'est un coach de football américain qui débarque en Angleterre pour coacher une équipe de soccer, de football. Donc, j'ai bien fait la liaison. Donc, en effet, ce n'est pas le même sport, d'où les ressorts comiques, justement, d'avoir un coach qui n'est pas vraiment dans son sport favori. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, le nouvel entraîneur va très rapidement se mettre à dos les supporters, les journalistes, etc. Parce qu'évidemment, s'il est recruté par cette nouvelle propriétaire du club, c'est pas forcément pour des bonnes raisons, puisqu'en fait, tout simplement, elle veut se venger de son mari, puisqu'elle est en fait en instance de divorce avec son ex-mari, et elle tente de ruiner et ridiculiser ce petit club de football, puisque c'est ce à quoi il tient le plus. Et c'est elle qui récupère justement ce club de football suite au jugement du divorce. Donc elle a cherché à engager en gros le pire entraîneur possible pour torturer son ex-mari à l'idée de justement perdre et de voir peut-être l'équipe reléguée, parce qu'actuellement ils étaient en Ligue 1, et voir peut-être à la fin de la saison, voir reléguer l'équipe, déclasser l'équipe, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous allez pouvoir me dire dans la chatroom, j'y connais rien. Donc du coup c'est assez le pitch est assez classique, assez intéressant, mais ce qui est en fait pourquoi j'ai aimé la série, c'est tout simplement, et je pense qu'on a été assez étonnés. Je pense qu'il faut au moins voir 2 épisodes pour vraiment voir la sensation de la série. Donc 2 épisodes, ça va, c'est pas un trop gros investissement, mais en fait elle trouve le parfait équilibre entre l'aspect humour léger, légèreté, et l'aspect très très positif sans être trop niais. En fait, on est sur des gags qui sont pas super élaborés, mais en fait, c'est très bien dosé avec des petites séquences émotions qui tombent pas dans le pathos non plus. Et il y a des petites choses. Que ce soit tous les personnages secondaires, on va avoir différentes personnalités de joueurs. On va avoir notamment le loup aguerri, vous voyez, ce joueur en fin de carrière qui est plus aussi rapide qu'à ses débuts, mais qui a beaucoup d'expérience. Et puis on va avoir la tête brûlée qui est en début de carrière, qui est une star et qui explose et qui va se moquer et dédaigner l'expérience. On va avoir les joueurs qui manquent de confiance en eux. On va avoir les joueurs qui sont super positifs, etc. Donc on va avoir différentes personnalités. On va avoir également la copine du footballeur qui va graviter autour de l'équipe et qui va avoir un rôle qui, dans les premiers épisodes, on va se dire ah non mais c'est le cliché de la jeune femme superficielle sans rien dans la tête, et en fait chaque personnage secondaire va potentiellement commencer par un cliché et va s'épaissir et s'enrichir au fur et à mesure des épisodes et devenir tous très intéressants. Donc c'est ça qui fait la force de cette série, moi je trouve. Donc le nom de la série, c'est Ted Lasso, du nom de l'entraîneur, tout simplement. Donc Ted, son prénom, et Lasso, le nom de famille.
Et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure des épisodes, on va vraiment s'attacher et se surprendre finalement à s'attacher aux différents personnages. Alors il y a des ressorts dans l'histoire qui sont relativement attendus, mais ça ne gâche pas le plaisir qu'on prend finalement à s'attacher à cette série. Donc vraiment pour être honnête avec vous, j'y suis vraiment allée à reculons sur ce premier épisode. Et à la fin du premier épisode, j'ai fait « Ah bah finalement, c'est assez sympa ». Et à la fin du deuxième épisode, c'est ah non mais en fait il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose d'assez magique dans cette série, dans cette capacité à trouver l'équilibre entre l'humour et l'optimisme sans tomber dans l'excès de l'un, c'est-à-dire l'humour gras, facile, même s'il n'est pas hyper fin. C'est un peu de l'humour un peu basique, vous n'allez pas pleurer de rire, mais vous allez sourire. Et en fait, vraiment, la mission de la série, c'est au moins de vous faire sourire du début à la fin de l'épisode. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est que ça continue après l'épisode. Parce qu'en fait, toute l'ambiance est bourrée d'optimisme, mais encore une fois, on tombe pas dans le niais. Et c'est ça, je trouve, la magie un petit peu de la série. Où on a cet équilibre de cynisme anglais et d'optimisme un peu déconcertant du côté des États-Unis. Et du coup, on trouve un juste milieu, quoi. Oui, Pef, BXL, merci de le mentionner, tu as tout à fait raison. Alors, l'un des créateurs de la série, c'est évidemment Sudeikis, l'acteur qui joue le rôle principal, donc Ted Lasso, et qui trouve encore une fois le juste milieu entre l'interprétation d'humoriste et d'acteur avec de l'émotion. Mais un des autres créateurs, c'est Bill Lawrence. Bill Lawrence qui est plus connu pour Scrubs et Cougarton, qui sont extrêmement connus aussi pour des shows attachants, avec beaucoup d'humour, etc. Donc vraiment, si vous cherchez une série feel good qui vous fera sourire, franchement, Ted Lasso, c'est un peu une bonne garantie, quoi. Oui, il a eu un Golden Globe, tout à fait. Funky Setisme, merci de le signaler. Jason Sudeikis, justement, a chopé un Golden Globe pour cette série cette année. Tout à fait. Il a été récompensé pour son interprétation qui est vraiment... voilà, qui est vraiment juste. Et pourtant, au début, sur le premier épisode, il y a ce côté énervant. Il joue le côté énervant d'être toujours ultra positif, d'utiliser des phrases positives un peu bidon. Mais finalement, il y a toujours quelque chose derrière. Il y a toujours quelque chose pour supporter et on tombe jamais dans la niaiserie. On est à la frontière, hein. Genre, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment moi ce qui m'émerveille dans cette série, c'est qu'on est toujours un peu à la frontière de l'humour un peu bateau, un peu lourdingue et tomber dans la niaiserie, mais en fait il maintient toujours un équilibre où ça va toujours plus loin et ça tombe en fait finalement dans l'optimisme bienvenu, bien dosé et juste ce qu'il faut pour qu'on s'attache aux personnages et qu'on n'ait plus envie de les lâcher. Et qu'à chaque épisode, on y revient et plus on suit, plus on est attaché. Donc c'est assez vraiment bien dosé, quoi. Donc oui, il y a un des créateurs de Scrubs, tout à fait. Ah ben voilà, El Chico nous dit qu'il a fini Ted Lasso hier et qui plus soit la recommandation, bah écoute, on a terminé Ted Lasso hier également. On a regardé le dernier épisode, donc tu vois. Mais non, vraiment, tous les personnages secondaires sont top. C'est sur quelle plateforme? C'est sur Apple TV+. Disponible sur Apple TV+. Est-ce que j'ai raté des choses? Petite anecdote concernant Ted Lasso. L'origine de la série tient d'un sketch de Jason Sudeikis qu'il avait fait en 2013 lors d'un spot promotionnel pour NBC à l'occasion des retransmissions de la Premier League sur justement le réseau. Et il avait justement, c'était la première fois où il incarnait justement l'entraîneur Ted Lasso, et alors qu'il était justement sur le point de quitter la troupe du Saturday Night Live. Voilà.
Et donc Bill Lawrence, donc le co-créateur de Scrubs, est arrivé en cours de développement, mais clairement on retrouve la patte, il a fait Spin City aussi, la patte Spin City et Scrubs pour Ted Lasso, quoi. Avec cette recette de sitcom, ces épisodes courts, cet équilibre remarquable de faire rire et d'avoir des bons sentiments, mais jamais tomber dans la niaiserie. Et c'est ça, hein, on est vraiment avec un personnage principal qui est dans la caricature de la pensée positive, mais finalement, s'il nous fait rire au début, il en devient vraiment attachant. Et on voit hein, les personnages autour qui se moquent de lui en plus, hein, qui le tournent en dérision, qui essayent de l'arnaquer, de le coincer, etc. Et en fait, finalement, tout le monde est conquis par son personnage. Donc c'est ce que dit justement l'article que j'ai, c'est que alors que tout le destine à être parfaitement insupportable pour le spectateur, avec son sourire béat, sa gentillesse qui est trop démonstrative, il parvient à être parfaitement attachant, car jamais stupide autrement qu'en apparence. Et c'est ça qui est assez intéressant. Il y a beaucoup d'autodérision, etc. Et ce qui est, comme je vous le disais, ce qui est intéressant, c'est que on creuse chaque personnage au fil des épisodes et chaque personnage va aussi évoluer. Donc c'est ça aussi, on a envie de les suivre, quoi, au fil des épisodes. Donc voilà pour le petit coup de cœur, le dernier coup de cœur qui vous mettra du baume au cœur dans la chatroom. Et en plus, ça doit mieux fonctionner pour ceux qui connaissent le foot et la Premiership en particulier. Oui, tout à fait, El Chico. Alors, je peux vous dire que moi, j'ai rien compris à toutes les références de football. Ça m'a pas empêché de prendre du plaisir à regarder cette série. Mais clairement, je suis passée à côté de toutes les références footballistiques. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même l'ambiance des petits pubs anglais avec ces supporters qui encouragent leur équipe locale. Ça, c'est assez sympa aussi. Et petite anecdote, on retrouve le professeur de Buffy. Je me souviens plus le nom de l'acteur, mais on retrouve l'acteur qui jouait le professeur dans Buffy dans un rôle tout à fait abominable dans cette série. Saison 2 en préparation, tout à fait. Elle devrait arriver sur Apple TV+, à mi-2021, donc dans plus très très longtemps. On a déjà parlé de Mythic Quest, hein, pour info, Pef, dans Nowtech, enfin dans le mug. Voilà pour l'information. Je vous propose de terminer en restant 5 minutes pour un petit corn fact. Vous pouvez préparer vos questions. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Je vais rester 5 petites minutes avec vous pour répondre à vos questions si vous en avez. Je ne vais pas vous forcer hein, si vous n'en avez pas. Alors comme ça, vous déménagez, chouette. Alors Baron Harryhausen, c'est pas encore fait. Hein. On attend de signer le bail. Mais en tout cas, on a trouvé un appart. Donc à voir. On se prépare doucement. Oui, pour info, vous pouvez retrouver le live tout à fait aujourd'hui à 12h30, le fameux shop Nowtech en compagnie de Jérôme et Guillaume aujourd'hui à 12h30 sur Twitch. Tu peux me parler un peu de ton Kindle Experience? Bah écoute, Pef, je l'ai pas là, mais j'ai la Kindle Paperwhite, je sais pas si c'est la dernière génération, mais peut-être l'avant-dernière génération, et j'avoue que c'est assez pratique, quoi. C'est assez pratique parce que tu peux enchaîner les livres et tu te trimbales pas avec un gros livre. Et voilà. Et donc en fait, c'est un peu devenu mon outil de tous les jours pour lire mes livres. Je sais pas quoi te dire de plus. En plus, j'adore lire des livres en anglais avec ma Kindle parce que j'adore leur fonctionnalité Wordwise qui te permet d'afficher des synonymes en anglais d'un mot en fonction de leur complexité. Et donc, tu peux gérer ton niveau de complexité en anglais. Et donc, ça te permet de lire de manière assez fluide en anglais, en fait. Donc moi, je sais que je lis pas mal de romans, là. D'ailleurs, je suis sur la série Shadow and Bones,
qui va être adapté en série et qui va arriver fin avril sur Netflix. Donc je me suis fait la trilogie là et je suis en train de lire les 2 derniers livres de la suite ou du même univers. Voilà. Et je me suis... Enfin, j'ai dévoré les livres, quoi. Quand est-ce qu'on peut jouer avec toi en stream? Très bonne question, Dwayne. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas prévu, non. Mais je suis pas fermée, on verra. Très, très certainement qu'à un moment donné, je rejoindrai l'équipe pour jouer en live. Est-ce que tu as vu la série médicale Police sur Netflix? Non, je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue, je l'ai pas vue. Tu n'avais pas une Kobo avant? Non, j'ai jamais eu de Kobo. Je crois, je me demande si je l'ai pas testé. Je sais plus. J'ai un doute. Je suis accro à ma Paperwhite. Ouais, je suis complètement accro à ma Paperwhite également. Marion, merci pour la recommandation de Normal People. J'ai dévoré la série, une pépite. Je pense lire le livre du coup. Le livre est... Franchement, Mathilda, le livre est... Si t'as aimé la série, le livre est génial. Il n'y a aucun risque que tu n'aimes pas le livre et il se lit très rapidement. Je pense qu'il n'a pas énormément de pages parce que quand je te dis, je l'ai dévoré en un jour. Et je suis pas non plus une grande lectrice, mais je l'ai dévoré en un jour, quoi. Donc si t'as aimé la série, franchement, tu peux y aller les yeux fermés. Et moi, je l'ai lu en anglais. Et alors, je sais pas si t'as regardé la série en version originale, mais si c'est le cas et que t'as quelque chose qui te permet, enfin, en fonction de si t'es à l'aise en anglais, si tu peux te le permettre, je te le conseillerais en anglais. Tu vas vraiment retrouver, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu vas retrouver mot pour mot certains dialogues phares de la série et tu vois un peu cette capacité à ancrer les dialogues dans le réel. Et cette vérité, je trouve, qui rend ces personnages d'autant plus vivants. Tu lis quoi en ce moment? Ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. J'ai pas le titre là. Attendez, si, je vais vous l'avoir parce que j'ai Goodreads. Donc je vais pouvoir vous donner en détail le titre de ce que je lis. Mais je suis un peu en mode, c'est pas du beach watching, mais c'est du beach reading que je suis en train de faire en ce moment. C'est que donc j'ai lu... donc comme je vous disais, je me prépare à la série qui va être disponible sur Netflix fin avril. Donc j'ai lu Shadow and Bone, le numéro 1. J'ai lu Siege and Storm de The Shadow and Bone trilogy. J'ai lu Rune and Rising de la même trilogie. Et donc là, je suis en cours sur Six of Crows, qui se déroule en fait dans le même univers, le même monde de Shadow and Bone, mais avec des nouveaux personnages. Là, j'en suis au début, donc je peux pas trop vous dire. J'en suis au début. Et donc là, mon objectif, c'est de terminer les 2 livres qui me restent avant le début de la série. Je crois que c'est autour du 26 avril qu'elle arrive sur Netflix. Voilà. Et donc l'auteur, quand même, que je vous donne l'auteur des livres. Donc moi, je les lis en anglais, mais ils sont disponibles en français. C'est Leigh Bardugo. Leigh Bardugo, voilà, pour l'auteur. Alors, attendez, je lis un peu vos commentaires. Est-ce que ce système modifie automatiquement le texte? Alors attention, Wordwise ne modifie absolument pas le texte que vous lisez. Il affiche des synonymes au-dessus du mot. Donc en fait, il augmente l'interlignage du texte pour juste vous afficher des synonymes quand il y a des mots un peu complexes en fonction du niveau de complexité que vous avez sélectionné. Donc ça n'altère pas le texte. Non, parce qu'alors là, ça serait une tragédie. Non, ils ne peuvent pas altérer le texte. Je vous rassure. C'est ta première Kindle ou tu as testé la plus petite avant? En fait, la crème de la flemme, j'aime beaucoup ton pseudo. J'avais la Kindle Voyage que j'ai passé finalement. En fait, Jérôme avait acheté la Kindle Paperwhite et moi j'avais la Kindle Voyage et il s'est aperçu qu'il n'utilisait jamais la Kindle Paperwhite et que moi, comme ma Kindle Voyage commençait à dater, on a échangé. Donc je lui ai piqué sa Kindle et je lui ai laissé la mienne. Dwayne nous dit j'ai la Kindle Oasis et j'avoue que ça m'évite d'aller chercher
le Dico sur iPhone et je regarde définition directe sur la liseuse. Oui, en plus, vous avez les fonctionnalités additionnelles où vous pouvez regarder carrément la définition en faisant un long press sur un mot. Est-ce que t'aimes bien Valheim? Bah écoute, je sais pas parce que j'y ai jamais joué. Je sais que Jérôme adore, donc il me raconte ses péripéties sur Valheim, et moi ça me fait rire, mais je n'y jouerai pas. Parce que je pense que ça fait trop peur pour moi. Il y a des espèces de cryptes, des méchants qui te sautent dessus, et les jeux pour moi c'est censé me déstresser. Si j'ai des espèces de méchants qui me sautent dessus alors que je suis tranquillement en train de monter ma cabane, ça va pas marcher pour moi. Sur Netflix, j'attends plutôt Army of the Dead, ambiance différente de Ted Lasso. Oui, tu m'étonnes. Sinon, il y a les Vivilio, très performantes et agréables. Je connaissais pas Hypomony, merci pour l'info. Vivlio. D'accord. La liseuse fait-elle une grosse différence par rapport à l'iPad pour la lecture? Ça n'a rien à voir, Rosebud. Ça n'a rien à voir. En fait, t'as vraiment pas une sensation. Ça dépend quand est-ce que tu lis. Par exemple, si tu lis dans le noir sur ta Kindle, tu vas quand même avoir un rétroéclairage qui va te faire un peu de lumière bleue, quoi, qui va te fatiguer les yeux. Mais si tu lis dans une pièce éclairée ou en plein jour, t'as vraiment un éclairage comme un papier, en fait. Tu vas pas du tout avoir cet éclairage agressif de l'iPad. Alors je dis ça parce que moi, j'ai vraiment mes yeux qui sont ultra sensibles à l'éclairage de l'iPhone, des écrans de l'iPad, de l'écran d'ordinateur. Et j'ai tendance à mettre la luminosité des écrans au minimum, tellement ça me fait mal aux yeux. Donc du coup, pour moi, la Kindle, ça change énormément l'expérience. Je ne pourrais pas lire un livre sur un iPad. C'est genre pas possible. Sinon, 5 minutes après, j'ai les yeux injectés de sang. Donc, mais après, c'est lié à moi parce que j'ai une sensibilité aussi à la lumière. Et c'est vrai que la Kindle, moi je la recharge. Bon, ça dépend quand je lis, quand là je beach read, comme je fais actuellement, je la recharge une fois tous les 15 jours, mais sinon c'est une fois par mois, grand maximum. Ouais, je l'ai vu en VO, je pensais lire le livre en anglais, tu me confortes dans cette idée, je comprendrais mieux Connell à l'écrit qu'à l'oral avec son accent bien prononcé. J'adore son accent. Mais ouais, justement, t'as une perspective dans la réflexion des personnages que t'as pas évidemment dans la série parce que tu n'as que leur dialogue. Et du coup, c'est ça que j'aime bien. Ça donne une perspective différente. C'est assez complémentaire, moi, je trouve. À la fois fidèle et complémentaire. Donc je pense que tu peux y aller les yeux fermés. Et Mathilda, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, ça m'intéresse. Une librairie anglaise sur Paris à conseiller. Alors, malheureusement, je vais m'attirer les foudres des amoureux des libraires, mais en fait, je n'ai pas du tout d'habitude dans une librairie. Je chope tellement de recommandations de livres qui m'intéressent que je ne me pose pas la question de ce que je vais aller lire. Et même si je comprends le plaisir que les gens peuvent avoir à aller en librairie et tomber par hasard faire des rencontres de livres, euh, j'ai pas cette expérience, donc je peux pas vous conseiller. Ah ben voilà, il y en a d'autres qui le font pour toi. Attica, par exemple. Très bien. Je suis une grosse flippette sur les jeux. Non, mais je suis complètement comme ça, hein. Franchement, tous les jeux où on peut faire du jumpscare, etc., c'est pas pour moi. C'est pour ça que moi, je préfère les jeux où les combats sont tour par tour. Comme ça, j'ai le temps. C'est comme Civilisation aussi, c'est tour par tour, j'ai le temps, je suis pas stressée, j'y vais à mon rythme. Ça, c'est très bien pour moi. Comme je suis quelqu'un d'assez nerveux, j'ai pas besoin d'en remettre une couche. Ma femme n'arrive pas à lire sur iPad, maintenant elle ne quitte plus sa Kindle. Ouais, je comprends complètement. C'est quel format d'e-book la Kindle ePub? C'est le format propriétaire Amazon. Je vous avoue que ça me fait un peu de la peine, mais c'est les formats propriétaires là. Donc je suis en train de dépenser dans des formats que je pourrais pas récupérer sur un autre appareil malheureusement. C'est un peu le problème. Enfin la plupart, tous ne sont pas propriétaires, mais la plupart des formats qui sont disponibles sur le store Amazon sont propriétaires. Enfin il y a des DRM, etc.
L'Oasis se décharge très très vite. Ah mince. Ah, tu dis la Kindle. Oui, parce que je dis la Kindle parce que je pense à la liseuse Kindle. Je pense que c'est pour ça. Ouais, voilà, une tablette, une liseuse. En fait, moi, je pense à la liseuse, ma liseuse Kindle. C'est pour ça que j'utilise là. Shakespeare et compagnie, c'est déjà fermé, c'est ça? Bah, j'espère pas, mais j'avais vu les rumeurs comme quoi ça allait potentiellement fermer, ouais. La librairie mythique près du Marais. J'ai pas encore passé le cap de la liseuse, je suis encore trop attachée à l'objet physique, j'aime ma bibliothèque, mais les déménagements, c'est l'horreur. Jus de carotide, franchement, je comprends complètement. Et honnêtement, j'adore ma liseuse, mais je préfère quand même l'expérience de lire sur un livre. Et je comprends complètement. Le seul truc, c'est que je me dis que quand tu lis beaucoup, ça devient vite super encombrant et je préfère. Après, je sais pas si ça fonctionnera, mais tu vois, je suis plutôt dans une optique où je m'achète des belles éditions de mes livres favoris. Où tu vois, je me suis acheté une superbe édition d'Harry Potter, par exemple, en anglais, euh, qui est trop belle, qui est dans un carton actuellement, mais qui est trop trop belle, que j'adore, que je chéris. Et je sais que le jour où je relirai les Harry Potter, je prendrai plaisir à prendre ce livre, et je pense que je le ferai autour de genre fin d'année. Généralement, j'ai tendance à relire les Harry Potter en fin d'année. Pour me remettre dans l'ambiance de Noël, voilà, avec la salle commune décorée, les grands repas, avec les tables dans Harry Potter, etc. Je suis en train de délirer là. Mais voilà. Et là, je prendrais plaisir vraiment à lire. Mais si tu le fais avec tous les livres que tu lis, c'est ça, c'est les déménagements. Et en fait, après, c'est des livres qui prennent la poussière, etc. Et puis en fait, je m'aperçois que j'ai pas cette habitude de passer les livres aux gens. Et après, il faut que tu le trimbales. Enfin, c'est quand même un peu plus encombrant qu'une liseuse. Bref. Mais je comprends complètement. Avec Calibre, tout passe. J'ai tout en EPUB sans DRM. J'utilise Calibre aussi. Mais je suis pas sûre que tu puisses récupérer des livres que tu as achetés sur Amazon avec Calibre. JPG, ça m'intéresse. Si tu as des astuces, viens m'en parler sur Discord, en message privé. Ça m'intéresse là. Ou pas en message privé, sur un channel public aussi, hein. Et on discute entre fans de, de liseuses. Mais j'ai Calibre aussi, ouais. C'est un peu incontournable quand t'as des bouquins dématérialisés. Ouais, le format d'Amazon peut être lu sur l'iPad, ouais. Tout à fait. Tu peux prendre un ePub et le convertir en Mobi avec Calibre. Ouais, mais il n'y a pas cette notion de DRM qui bloque? Non, parce que là, si vous m'apprenez un truc, là, c'est génial. Wacalib, c'est un logiciel gratuit sur Mac et PC, hein, pas que sur PC, parce que moi je l'ai sur Mac, qui permet de convertir des e-books format iPad ou Kobo ou Kindle ou PDF. Ouais, tout à fait. C'est le complément vraiment idéal, hein, si vous avez une Kindle. Enfin, si vous avez une liseuse, tout simplement. Oui, Calibre et Amazon, possible, le format est proposé dans les paramètres. D'accord. Non, les DRM passent. Oh, j'ai pas compris ton commentaire, Victor Remus. Bon, il est 9h23, quand même, hein. Sur ce, même si j'ai très envie de continuer la discussion, t'as une astuce pour faire sauter les DRM des e-pubs Fnac? Des e-pubs Fnac avec Calibre. Oui, mais bon, je les achète pas sur la Fnac parce qu'il y a un raccourci sur la Kindle. Évidemment, c'est la force d'Amazon. C'est que vous pouvez acheter en un clic vos livres. Oui, oui, les DRM passent, mais des restrictions quand même. Ah, mais dites-moi en plus, là. Vous me donnez des infos au compte-gouttes. Ah là là. Bon, en tout cas, un grand merci à vous de m'avoir suivi ce matin. C'était un plaisir d'échanger et de débriefer de l'ActuTech ce matin, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver donc rendez-vous à 12h30 aujourd'hui pour le Shop Notech en compagnie de Jérôme et Guillaume. Vous retrouvez, comme d'habitude, Guillaume pour le mug demain matin à 8h. Et puis moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour mon prochain mug. On va faire un petit raid, peut-être, avant de partir. On va faire un petit raid. Qu'est-ce qu'on a? On a Flonflon Musique, on a Pépipin,
Tiens, Pépipin. Voilà, on va varier un petit peu. Pépipin, c'est pas mal. On va lui faire un petit raid. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Bye bye.